Mesdames, Messieurs, fidèles amis de la télévision nationale, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à travers ce canal. Tout de suite, les grandes articulations du 13h. Le torchon brûle entre le maire de Ouidah et son conseil communal. Les conseillers accusent, le maire se justifie. Suivez dans ce journal les réactions des deux parties. Et si consulter le chirurgien dentiste devient un réflexe et non une urgence, pourquoi et comment entretenir une hygiène bucco-dentaire? Les réponses à suivre dans la page magazine de cette édition. La fête de la Saint-Valentin annonce déjà ses couleurs dans nos différentes localités, mais surtout dans presque tous les espaces commerciaux. Cette célébration semble devenue purement mercantile selon le constat d'une équipe de reportage dépêchée sur le terrain. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Le conseil communal de Ouidah n'a pas bonne mine. 12 conseillers dissidents ont organisé une conférence de presse ce week-end pour désapprouver la gestion du maire Sévérin Adjovi. Le compte rendu est signé Brice Tibozo et Koudous Abdoulaye. Visage fermé, exprimant la colère des 12 conseillers dissidents de la commune de Ouidah. Nous parviendrons à le destituer. La première tentative a échoué. Mais ces conseillers frondeurs ne comptent pas reculer. Les attributions de marché gré à gré pour des dizaines de millions à des parents et amis sont également monnaie courante. C'est aussi le cas du bâtiment annexe de la mairie pour près de 20 millions. Pour mémoire, c'est à cet entrepreneur que le maire a confié gré à gré les travaux de construction du théâtre de verdure du Fort français de Ouidah. Cimetière municipal, du gré à gré pour plus de 40 millions. Et pendant que les maigres ressources de la commune sont détournées, dilapidées, aucune politique efficace de mobilisation des ressources n'est mise en place. Sévérin Adjovi n'est pas venu à la tête de la mairie de Ouidah pour développer Ouidah, mais pour résoudre ses propres affaires. C'est quelques arguments pour le démontrer. Le tourisme qui devrait être un secteur pourvoyeur de ressources et de devises est relevé au rang des derniers soucis du maire. Incapacité à assurer la propriété et l'assainissement du cadre de vie. Et manque d'égard pour les différents partenaires de la commune. La gouvernance du maire est marquée par l'absence d'une diplomatie tournée vers l'extérieur. Ouidah n'a développé aucun axe de coopération décentralisée depuis 2008. Et ce cri de cœur. On ne peut plus continuer. Si nous laissons la gestion se passer comme ça, qui est-ce qui va accepter venir investir ses sous dedans? Il n'y a personne. Les 12 conseillers dissidents de Ouidah promettent de maintenir le ton jusqu'à la destitution du maire Sévérin Adjovi. Suite à cette sortie des conseillers, le maire Sévérin Adjovi réagit et apporte des clarifications sur sa gestion. On l'écoute toujours au micro de Ousmane, de Koudous Abdoulaye, s'il vous plaît. Reproche au maire une gestion personnelle, opaque. Moi, je pense qu'ils exagèrent. Parce que d'abord, tout ce qui est dossier des marchés publics, ce n'est pas appel d'offres. Et quand je dis appel d'offres réel, où toutes les presses, que ce soit écrites ou télévisuelles, sont saisis conformément au test. Moi, je ne choisis aucun fournisseur. Nous avons la coopération avec plusieurs villes, mais surtout celle de Melun. Celle de Melun cette coopération a été mise en place par mon prédécesseur, mais dès que j'ai été élu en 2008, ce maire que j'ai remplacé a tout fait. Je dis tout fait pour empêcher que la coopération continue avec l'ancienne ville. J'ai tout fait, j'ai été là-bas. Nous avons envoyé le secrétaire général et des collaborateurs qui ont réalisé un certain nombre de choses, qui ont été formés d'ailleurs par certaines communes, mais malheureusement, ils ont boycotté, dès que je suis arrivé en 2008, mécontents du fait qu'ils soient partis, certains soient partis, ils ont essayé de boycotter cette coopération. Nous avons commencé avec les Américains. Parce que je considère qu'on ne peut pas faire de la coopération en prenant 50 000 euros
aux 50 000 $, etc., ça ne résout pas les problèmes de la commune. J'ai une vision beaucoup plus grande pour la commune. Et quand ils disent des choses comme ça, actuellement, je trouve qu'ils exagèrent. C'est pour ça que je demande que nous soyons tous ensemble pour le développement de la commune. À l'instant, le maire Séverin Adjovi en réponse aux accusations de son conseil communal. Les travailleurs de Bénin Marina Hôtel ont donné de la voix. C'est à travers un point de presse organisé à la Bourse du Travail. Une sortie rehaussée par la présence du secrétaire général de la CSTB. Le compte rendu est signé William Choki. Le complexe Bénin Marina Hôtel traverse une crise sans précédent. C'est du moins ce qui ressort de ce point de presse des travailleurs de ce fleuron du tourisme béninois. Blocage des échelons, non-reversement des cotisations au CNSS, licenciement abusif, intimidation du personnel, la liste n'est pas exhaustive. On constate la dégradation des conditions de vie des travailleurs. Ajoutez à cela la mauvaise gestion de l'hôtel qui l'a plongé dans des dettes énormes envers la SBE, la SONEB, les impôts et les fournisseurs de prestations. Depuis août 2003, date de cession de cet hôtel 5 étoiles à un privé, les travailleurs souffrent le martyre, confirme le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Paul Esseikor, se fondant sur le droit du travail, dénonce ce qu'il appelle une souffrance morale. Les travailleurs qui ont été licenciés sont restés dans le dénuement total. Il y en a qui sont morts, d'autres sont devenus fous, carrément. Ils ont piqué des crises. On les licencie s'ils osent en parler. Le cas de notre secrétaire général. Bénin Marina Hôtel, à l'État. Retourner Bénin Marina Hôtel dans le giron de l'État béninois. Un cri de cœur des travailleurs de cette unité de production. Retour au calme à Djouba, c'est dans l'arrondissement de Kika à Tchaourou, après les événements malheureux du mois de décembre dernier entre les populations de ce village et celles de Okuta au Nigeria. Une délégation mixte était jeudi sur le terrain. La délégation béninoise est conduite par le préfet du département du Borgou et du directeur général de l'ABJF. Le point de la rencontre avec William Aguiar. Adjouba est un village béninois à une dizaine de kilomètres de l'état de Okuta au Nigeria. Un village de moins de 1000 âmes qui a vécu une fin du mois de décembre plutôt surchauffée. Ce qui s'est passé à Adjouba le 20 décembre passé, 2016, on était du passage sur l'information que le service d'immigration Nigeria opère ici. Nous sommes venus nous renseigner. À notre grande surprise, ils nous ont pris ici, nous ont amené à la police. Notre libération, c'est sous caution de ce qu'on a payé environ 400 000. Et depuis, la tension est restée vive avec des populations dans la crainte de se voir expulsées du jour au lendemain de leur terre. Convaincus du dérapage des leurs, les émissaires de Okuta ont prôné la paix entre deux peuples qui partagent la même langue et la même culture. Nous remercions Dieu du fait de la qualité du dialogue de nos frères béninois, parce que nous savons que l'ensemble de la frontière bénino-nigériane est occupé par les mêmes familles de part et d'autre. Aujourd'hui, on veut leur dire que ici, là, c'est le Bénin. Alors, remettons la carte. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il faut fonctionner comme c'est le Bénin, qu'on ne doit plus harceler les Béninois au Bénin. Nous devons vivre en harmonie. Nous devons rendre grâce à Dieu à cause de la même langue que nous partageons. Nul n'a choisi d'être au Bénin ou au Nigeria. Une adresse en langue nationale Batonou, comme pour dire aux deux peuples, vous êtes frères et donc appelés à vivre ensemble dans le respect des tests établis par les deux États. Un pylône de la SBEE accidenté au carrefour Jeffad Gare dans la commune de Semekodji a plongé Porte-Nouveau et ses environs dans le noir dans la nuit du samedi au dimanche. Les responsables sont allés faire le constat hier dans l'après-midi et des mesures ont été prises pour la réparation. Bruno Hotepo et Jérôme Hungo pour le point.
Semekpodji, carrefour Djefagar. Dans la nuit de ce samedi aux environs de 0h, ce camion vient de Cotonou à vive allure. Les petits véhicules là, les voitures là, ils se sont 3 devant. Maintenant lui il est civil. Arrivé au niveau du carrefour, il a collé cette petite voiture et après celui-ci aussi a collé celui qui est devant lui. Maintenant quand il a mis ceci de côté, il a collé encore un autre. Donc c'est là que lui-même il a perdu le guidon et il est rentré au niveau du poteau de l'électricité là. Et là, il a collé encore le poteau qu'il a secoué. Le choc a endommagé le câble de garde, 2 embases de pylônes et a déformé les cornières. Et automatiquement, nous nous sommes dépêchés sur le terrain. Nous avons constaté qu'un camion qui a percuté l'un de nos pylônes. Et voilà le dégât et qui a mis un certain nombre d'abonnés dans le noir, c'est-à-dire tout le plateau. Mais l'énergie est déjà rétablie pour les populations de ces 2 départements. Ce lundi, les travaux de redressement du pylône vont démarrer. On va poser des aubans à 120 degrés pour le consolider. Et après avoir fait cette opération, on pourra demander le retrait du camion et procéder aux travaux de génie civil. Puisqu'il faut reprendre les 2 embases. C'est ça le gros du travail parce qu'il faut attendre les délais normaux de consolidation des massifs qui vont être coulés. Donc pendant ce temps, on va s'atteler à prêter les cornières qu'il faut à les redresser et à poser de nouvelles cornières. Mais dès mardi, les clients de Lemay Plateau seront réalimentés, probablement pendant une durée de 15 jours sans difficulté au cas où il n'y a pas d'incident majeur. Et 15 jours plus tard, l'équipe va revenir pour réimplanter correctement le pylône. Selon le directeur général, grâce aux efforts du gouvernement, la SBE actuellement a de la disponibilité énergétique. Nous avons 180 MW d'équipements mobilisés sur place pour compenser le déficit qui éventuellement viendrait de la CEB. Donc il ne s'agit pas d'un cas de délestage. C'est un accident qui peut arriver dans l'exploitation et qui peut occasionner des coupures. Et c'est le cas aujourd'hui. Il faut que la population puisse comprendre qu'il s'agit d'une coupure qui est venue à la suite d'un accident d'exploitation, d'un accident de circulation et qui a entamé les installations de la SBE. Face à de tels actes d'incivisme, les autorités entendent situer les responsabilités. La gendarmerie a été appelée, un constat a été fait. Les pièces du véhicule ont été saisies. Nous allons prendre en compte le point de la réparation et il sera entièrement facturé à celui qui a causé les dégâts. En dehors de cela, l'énergie non distribuée, vous pouvez imaginer combien ça fait. À peu près 30 millions en moins de 4 heures de temps pour les populations qui n'ont pas été alimentées. Ce sont des ressources que la SBE va perdre et nous allons faire en sorte que les avocats de la SBE puissent porter la facture à l'auteur de cet acte-là. Laurent Tossou invite les populations en général et les conducteurs en particulier à faire davantage attention aux installations électriques. Séance de sensibilisation et d'échange ce jeudi entre les maires des communes du Zou et les membres de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables, ANADER. L'objectif est de sécuriser davantage les équipements solaires installés dans le département. Gilles Dansou. Sécuriser les équipements solaires photovoltaïques installés dans le Zou, une œuvre de développement et de respect de biens publics. Les élus locaux du Zou sont sensibilisés à cet effet. L'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables, ANADER, en est la principale initiatrice. La présente séance de rencontre et d'échange vise entre autres à renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation au profit de l'opinion publique nationale sur les activités menées par l'ANADER dans votre département et les perspectives prometteuses dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Sensibiliser les autorités départementales et communales sur les actes de vandalisme et d'incivisme orchestrés sur les équipements solaires photovoltaïques dans le département du Zou. Le préfet du Zou mesure l'enjeu de cette rencontre. La question de l'énergie est une question préoccupante, étant donné que cela relève d'un besoin fondamental aujourd'hui pour nos populations. Parce qu'il est incompréhensible que des gens puissent aller détruire tout ce qui est fait pour l'intérêt général, pour profiter à toute la population. Nous ne pouvons pas mener cette lutte sans vous, qui êtes au niveau des mairies,
sans vous qui êtes au niveau des services techniques des mairies, afin qu'une surveillance accrue soit organisée. Pour le ministère en charge de l'énergie, il est question d'aller loin dans cette politique de sensibilisation. La sécurisation des équipements solaires implantés nécessite donc la mobilisation de tous. Et c'est pour cela que l'ANADER, à travers cette campagne, entend renforcer les efforts du gouvernement en facilitant l'adoption d'un plan de sécurisation partagé et participative. Je vous invite donc à mûrir la réflexion afin de définir et de mettre en œuvre des actions efficaces et les stratégies rationnelles visant à mettre fin aux actes d'incivisme et de vandalisme sur les équipements solaires dans notre département. Visite de terrain ensuite à Seto pour toucher du doigt tout le dispositif mis en place par le gouvernement pour l'électrification et l'approvisionnement de la zone en eau. Parlons santé à présent. Ils sont nombreux, ces spécialistes de la santé, à recevoir la visite de la population pour diverses raisons. Mais les cabinets des chirurgiens dentistes sont les moins fréquentés, malgré leur importance pour la réussite de l'hygiène bucco-dentaire. Consulter un chirurgien dentiste, et si cette priorité devient un réflexe, c'est un magazine que nous proposent Donatien Falola et Jean-Claude James. Petit début de carré, là à ce niveau, très bien. Ce sont des défauts tartriques. Les tartes ont dû au fait qu'en général les patients ne font pas leur brossage régulier, surtout les soirs avant de dormir. Les aliments s'accumulent au niveau des dents, s'acidifient et finissent par devenir durs, se calcifient. Voilà. Une légère inflammation gingivale quand même. Aucune anomalie dans la bouche de cette patiente n'échappe à la spécialiste des dents. Consulter un chirurgien dentiste, une priorité qui n'est pas toujours un réflexe pour les Béninois. Aller chez un dentiste, non, jamais. Je n'ai pas l'habitude d'y aller parce que je ne suis pas malade. Mais pour ceux qui ont tenté l'aventure, les raisons varient. J'ai reçu un coup lors d'un accident là, et puis je suis allé contrôler si je n'ai pas reçu un coup au niveau des dents là. Non, pas un moment, hein, bon, je veux, hein. Moi, je suis comme ça, ma santé, elle est chère pour moi. Je n'ai pas vu que j'ai les dents blanches. Je souffre de carie dentaire. Elle m'a dit de ne plus manger les sucrés, de les nourritures trop sucrées. Donc de brosser les dents matin et soir. Le brossage des dents, tout un art qui exige une méthode particulière. En général, pour les dents du haut, il faut y aller du haut vers le bas, en bas du bas vers le haut. Et surtout, ce qui est très important, recommander aux patients de ne pas omettre de se brosser la langue. Parce qu'au niveau de la langue, nous avons de petites papilles où les aliments vont et snaguent. Et en général, quand on ne nettoie pas le dos de la langue, en général, il y a des chances que les mêmes aliments repartent au niveau des dents. Et comme en général, dans la nuit, c'est là maintenant que le processus, les débris alimentaires en général s'acidifient. Et à la langue, on a ce qu'on appelle le tartre au niveau du collet des dents. La brosse végétale, il faudrait se garder de l'utiliser quand elle est très très dure. Veiller à ce que soit le patient mâche au maximum sa brosse végétale avant de l'utiliser. La bonne preuve, c'est qu'en général, les médecins dentistes recommandent soit des brosses à poil médium, c'est-à-dire endurées et très souples, ou bien alors des brosses à dents souples. La pâte dentifrice reste l'autre élément de la toilette bucco-dentaire et les noms ne doivent pas influencer le choix des utilisateurs. Le taux de ppm est le plus important. C'est quoi ppm ? Le taux de ppm, c'est la quantité minimale de fluor qu'il faille avoir dans une pâte pour qu'elle soit efficace. En gros. Donc en général, pour les enfants de 2 à 6 ans, on recommande du 500 ppm. Chez ceux de 7 à 12 ans, 1500 ppm. Vous allez voir que certaines pâtes dentifrices vont jusqu'à 2500 ppm. Mais déjà, pour un adulte, même à 1000 ppm, c'est déjà bon. Donc, je pense qu'il faille plutôt tenir compte du taux de ppm que de chercher à tenir compte du nom. 1 ou 2 fois par an, c'est une périodicité conseillée pour rendre visite au chirurgien dentiste. Mais l'entretien du matériel de consultation préoccupe les patients. On a des produits comme le Microdis, la Céramio 2% et l'Alcazim. Et quand on finit maintenant, on va maintenant mettre les instruments au niveau d'un autoclave.
Nous voulons assurer la population que sur ce plan, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans un privé, on a un minimum au moins de 5 à 6 plateaux, ou plus. Donc toujours est-il qu'on a toujours le temps, quand un patient vient, de pouvoir déjà commencer à stériliser les instruments utilisés par celui qui a eu à précéder l'autre qui vient. Symbole même de l'hygiène et de la séduction, la dent est la clé de notre sourire. Pourtant, nos dents sont trop souvent encore négligées. Déjeuner d'échange entre l'organe consultatif de la jeunesse et la coordonnatrice du Forum Jeunesse de l'île de Montréal. L'objectif est de partager leurs expériences sur le rôle de chacun de ces organes. La rencontre a eu lieu ce vendredi sur initiative de l'OCJ. Reportage. Moins apprécié, je ne pense pas que ce soit nécessairement la solution. La coordonnatrice du Forum Jeunesse de l'île de Montréal du Canada à l'école de l'organe consultatif de la jeunesse du Bénin. Cette rencontre a permis à Noémie Brière-Marquez d'apprécier l'impact des activités de l'OCJ et des organisations de jeunesse pour le développement du Bénin. Pour l'instant, je trouve juste que les jeunes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de cette mission sont extrêmement allumés, sont très au courant aussi des besoins de leur pays, des besoins de développement, puis ont surtout la grande volonté de s'impliquer pour faire un changement positif dans leur communauté. On a pu avoir un partage d'expertise de ce que le Forum Jeunesse fait pour influencer les politiques publiques au Québec et voir comment on peut adapter ces pratiques-là à la réalité béninoise. Déjeuner d'échange riche en partage d'expériences, mais aussi dans la consolidation du partenariat entre l'OCJ et le Forum Jeunesse de Montréal. Nous avons voulu profiter de ce déjeuner pour pouvoir vraiment explorer les possibilités de partenariat avec les organisations de jeunesse du Bénin et bien évidemment le Forum des jeunes de l'île de Montréal. Au fond, c'est 2 jours de travaux qu'on a eu à faire ensemble. Au cours de ces 2 jours de travaux, nous avons dans une première journée passer en revue un certain nombre de concepts en termes de participation citoyenne. Nous avons partagé avec nous des outils qu'on peut vraiment mettre en application tout de suite pour répondre aux exigences de la démocratie à la base. Cette séance d'échange est le fruit de l'organe consultatif de la jeunesse. D'autres activités sont prévues pour marquer le séjour de Noémie Brière-Marquez au Bénin. Art et culture, à présent, la médiathèque de la diaspora a ouvert ses portes pour une première exposition itinérante. Elle prendra ses marques durant tout le mois de février. Patrick Jossou revient ici sur le vernissage de cette exposition qui met en exergue un nouveau concept reliant plusieurs arts visuels. Du peu ordinaire à l'extraordinaire, c'est du relationnel. On est à la médiathèque de la diaspora, à la première exposition de l'an 2017, le concept Coco Lévis. Le concept Coco Lévis est une idée originale et originelle de Denise Lazagny et de Gildas Coco-Loco. C'est justement ce couple qui a eu cette merveilleuse idée de nous réunir autour de belles œuvres d'artistes de divers horizons qui ne sont forcément pas présents de corps, mais réellement présents d'esprit et physiquement représentés par leurs œuvres. Une exposition qui regroupe plusieurs disciplines d'art plastique, les installations, la photographie, les vidéos, une nouvelle forme d'expression, la sculpture, la peinture. Des œuvres étonnantes et diverses pour une exposition itinérante et diversifiée. Un titre évocateur. Passant, souviens-toi, dit Serette. Le titre, ça vient d'une longue histoire, le tremblement de terre dévastateur du Haïti en 2010. Il y avait un hôtel à Port-au-Prince qui était complètement détruit et remis en état par les 2 sœurs survivantes. Ils ont mis une plaque commémorative dans leur jardin qui disait « Passant, souviens-toi, incline-toi ». S'incliner, c'est déjà dès l'enfance. 6 ans, bientôt 7 ans. Un âge où l'on peut déjà produire une œuvre intitulée Cathédrale, avec des mégots et cartouches de cigarettes, des bûchettes et boîtes d'allumettes. La récupération est de mise pour cette galerie signée Coco Lévis. Il y a des étapes. En interactualité, une page se tourne pour les Ivoiriens. La mission de l'ONU va définitivement fermer ses portes dans le pays. Son désengagement démarre dès cette semaine avec le départ des casques bleus et ce, malgré une série d'incidents impliquant les forces armées ivoiriennes. Toute situation qui fait craindre un retour à l'instabilité. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, touche à sa fin. Les casques bleus se retireront du pays dès le 15 février 2017.
C'est la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, qui l'a confirmé au Conseil de sécurité à New York. Le désengagement qui débute mi-février avec le départ des casques bleus sera effectif d'ici le 30 juin 2017. Pour Aïchatou Mindaoudou, l'ONUSI a rempli son rôle conformément au mandat en 14 ans de présence. Le reste, ce sont les Ivoiriens qui devront le faire dans le cadre démocratique qui existe aujourd'hui. Elle a aussi invité la communauté internationale à rester pleinement mobilisée pour la Côte d'Ivoire dans un contexte sécuritaire toujours fragile. L'ONU a signé un plan de transfert des activités au gouvernement ivoirien en octobre 2016. Il se chiffre à près de 50 millions de dollars pour poursuivre notamment les programmes de réconciliation nationale et le rétablissement de l'état de droit. Mais l'argent fait toujours défaut. Aux USA, les arrestations se multiplient depuis le décret anti-immigration signé par Donald Trump et visant à interdire l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Plusieurs municipalités s'y opposent et le nombre de manifestations se multiplie. De son côté, Donald Trump dit envisager un tout nouveau décret migratoire. Reportage. De l'État de New York où il tentait de se rendre, cette famille syrienne ne verra que cette frontière enneigée. Menottes au point, ils sont rattrapés par la police canadienne. Par moins 15 degrés, les agents embarquent le couple avec bagages et poussettes pour les reconduire dans un centre d'immigration à Laval au Québec. Une scène d'arrestation, conséquence directe du décret de Donald Trump qui interdit aux ressortissants syriens d'entrer sur le sol américain. En tout, 7 pays à majorité musulmane sont concernés, notamment l'Irak, l'Iran ou le Yémen. À Los Angeles, plus de 150 migrants auraient été arrêtés rien que la semaine dernière. Plusieurs municipalités américaines s'insurgent contre le décret présidentiel, comme ici à Austin. On ne va pas continuer à tolérer ces attaques au sein de nos familles. Un peu partout dans le pays, les opposants à la politique migratoire du nouveau président américain s'organisent. Attaqué en justice, le fameux texte rebaptisé décret anti-musulman par ses détracteurs fait pour l'heure l'objet de nombreuses procédures et pourrait à terme être suspendu par les tribunaux. Le président américain a lui d'ores et déjà promis de nouvelles mesures de sécurité pour la semaine prochaine, visant selon lui à empêcher des terroristes d'entrer sur le territoire américain. Retour en page nation pour une actualité non moins internationale. Le 14 février, fête de la Saint-Valentin. C'est déjà demain. À l'occasion, plusieurs personnes, cadeaux à l'appui, réitèrent à l'être bien-aimé leurs sentiments. Pour d'autres, c'est le moment de bonnes affaires. La Saint-Valentin serait-elle devenue une fête commerciale? Tout porte à le croire. Et c'est ce que Mathieu Sokenou et Estelle Pazou sont allés constater sur le terrain. Reportage. Quand les rubans rouges et blancs s'harmonisent en chœur, il n'y a pas de doute, la Saint-Valentin est proche. Pour cette occasion à laquelle certains tiennent tant, les achats sont de mise. Je suis venue chercher un petit cadeau pour mon chéri pour la fête. Et est-ce que vous avez réussi à trouver ce qu'il vous fallait? Bon, pour le moment, je suis en train de parcourir les stands et j'espère bien trouver ce que je veux. Ici, au centre de promotion de l'artisanat, c'est un marché qui s'est ouvert pour la circonstance. Des articles, il y en a à donner l'embarras de choix. Nous avons les draps de lit, des parfums, des coffrets de tissus chemises pour les hommes, les pagnes pour les dames et hommes aussi, les nounous. Pour la Saint-Valentin, on a amené beaucoup de choses. Il y a des nuisettes. Ce sont des tenues pour la chambre, faites à la main, pour faire plaisir à monsieur. On a amené des perles pour la taille aussi. Il y a des coffrets, des boîtes à bijoux, des colliers, des chaussures, beaucoup de choses. Pour se faciliter la tâche, Charlie est venu avec sa femme, ou plutôt sa Valentine. J'étais déjà passé ce matin et j'ai vu des choses qui m'ont plu. J'ai voulu quand même qu'elle fasse son choix elle-même. J'ai déjà acheté un cadeau, mais j'ai voulu quand même qu'elle fasse son choix également. Le commerce autour de la Saint-Valentin est devenu une habitude. Il n'y a presque pas d'acheteurs, mais pour les vendeuses, c'est plutôt de bons augures. Comme d'habitude, ils attendent toujours le dernier moment pour sortir. Donc nous, on a déjà tout installé, on les attend. Pour l'heure, Charlie et sa femme repartent satisfaits en attendant le 14 février.
La Saint-Valentin, c'est donc demain, mardi 14 février. Des soirées sont déjà organisées pour célébrer cette fête de l'amour. Une nuit de la messe de l'amour a eu lieu ce week-end à Blue Zone et c'était un prélude pour lancer les hostilités de la Saint-Valentin. Blaise Adampo et Finafa Kenjaounde ont représenté l'ORTV à cette soirée. Des couples sur scène, d'autres à table. L'amour se vit à cette soirée dénommée la messe de l'amour. Une soirée qui donne le ton à la fête de la Saint-Valentin. C'est la messe de l'amour. C'est une soirée romantique, inédite, pour faire vivre au couple l'amour autrement. Donc nous, on a anticipé pour permettre à tous les couples de venir se faire plaisir. Soirée agrémentée par plusieurs tableaux. Certains couples sont repartis avec des lots. Ce couple gagne un week-end dans un hôtel. Et nous sommes très contents. Et c'est parce que c'est vraiment de l'amour que nous sommes venus. Et voilà, on s'est prêté au jeu, on a gagné. Parce qu'il y a de l'amour. On a profité et déclaré encore notre amour une fois encore. Une fois. L'événement est apprécié. J'ai participé à une telle soirée parce que je suis accompagnée de mon mari qui réside ici, puisque nous résidons au Bénin. Je me devais de l'accompagner dans cette soirée que je trouve magnifique. Je suis très contente en tout cas. L'amour, ça se vit, ça s'entretient. Et souvent, avec les occupations quotidiennes, il n'est pas aisé de dégager du temps avec sa compagne pour vivre ces genres d'occasions. Et si ceux qui sont dans l'événementiel en arrivent à en organiser, nous essayons quand même de dégager un peu de temps pour venir vivre et se redire encore l'amour que nous avons l'un pour l'autre. La messe de l'amour est à sa première édition. Les regards sont désormais tournés vers l'année prochaine. Et voilà qui annonce bien les couleurs de la Saint-Valentin. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention. C'est la fin de cette édition.